L'entretien du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec le monde universitaire, annonce de réforme des partis politiques par le chef de l'État à cette rencontre. Enlèvement d'une soixantaine de femmes à Arbinda, dans le nord du Burkina. Déception du ministre en charge des sports à l'issue d'une visite sur les travaux de réhabilitation du stade du 4 août. Et enfin, révélation sur l'affaire des 49 soldats ivoiriens graciés par Bamako. Voici, mesdames et messieurs, le menu pour votre émission La Tribune des éditos. C'est un rendez-vous de votre télévision True TV pour décrypter, analyser, parcourir l'actualité nationale et internationale à travers les commentaires et analyses des différents médias. Pour ce numéro, je suis accompagné par Emilienne Kaboré, elle est journaliste à la Lettre du Faso. Et à ses côtés, nous avons Aimé Kobo Nabaloum, il est rédacteur en chef au journal Le Reporter. Je suis également accompagné par Issa Sigiré, qui est journaliste aux éditions Le Pays. Et enfin, nous avons Daouda Kinda, qui est journaliste au quotidien. Nous démarrons tout de suite cette émission. Je vous le disais, le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu mardi dernier avec le monde universitaire au sein de l'université Joseph Kizerbo. C'est le premier chef d'État burkinabé à se prêter à un tel exercice au sein du campus. Déjà, dans la forme, quelle est votre appréciation, Issa Sigiré? Dans la forme, ce n'est pas mal à mon avis qu'il aille rencontrer les étudiants pour un certain nombre de raisons. On se dit que l'université est avant tout le temple du savoir, et aller rencontrer les étudiants et les rassurer, c'est important pour la vie de la nation. Mais à mon avis, les conditions par lesquelles le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, il aurait dû laisser le Premier ministre mener ce type d'action-là et d'activité et se concentrer un peu sur la situation dans laquelle nous sommes, à savoir la lutte contre le terrorisme ou encore la reconquête du territoire national. Parce que lui-même, il a reconnu devant les étudiants, on a eu beaucoup plus d'attaques. Et c'est vrai que on a vu certaines zones qui ont été libérées, mais quand on compare les zones qui ont été libérées et les zones qui ont été nouvellement occupées, on est tenté de croire que la situation devient de plus en plus compliquée. Jusque-là, on n'a pas encore vu un axe qui a été totalement libéré, ou que ce soit l'armée ou les citoyens peuvent aller par la route. Et nous sommes toujours dans cette situation. Donc, à mon avis, le président devrait être concentré sur la guerre. Et comment faire cette guerre, avec quel matériel il faut faire cette guerre. Il doit rester focus sur cet aspect-là. Parce que quand on va à la rencontre des étudiants, quand on va à la rencontre du monde estudiantin, je veux parler du personnel Athos, comme ça a été dit, on est obligé de faire des promesses. Alors qu'il n'a pas à nous faire des promesses. La seule promesse qui vaille pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est de libérer le pays, reconquérir les espaces occupés par les groupes armés terroristes. D'autant plus qu'à sa prise de pouvoir, il avait dit que 3 mois suffisaient pour faire quand même un bond en avant. Aujourd'hui, 100 jours, plus de 100 jours après, où en sommes-nous aujourd'hui? La question reste toujours posée. Donc, à mon avis, l'idée n'est pas mal, mais aussi de rester focus, comme le dirait l'autre, sur la reconquête du territoire national. D'accord. Alors, sur la question, le journal Le Quotidien en a fait un édito. Il est intitulé « Le président Ibrahim Traoré à l'université Joseph Kizerbo, un acte fort pour une prise de conscience collective ». Oui, il faut le dire, c'est un acte très fort. La dernière fois qu'un chef d'État burkinabé a mis les pieds à l'université Joseph Kizerbo, c'était en 2017, je crois, lorsque le président Roch-Marc Christian Kaboré, à l'époque, il avait accompagné le président français qui venait décliner sa vision, sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Et avant ça, c'était un premier ministre, le premier ministre Luc Adolphe Thiaw, qui s'y était rendu, mais on sait tous comment ça s'est terminé. Donc c'est déjà un acte fort. Parce que la veille de
son déplacement à l'université, il y a des notes qui circulaient des étudiants, enfin des gens qui se réclament étudiants, qui disaient qu'ils ne voulaient pas voir le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, malgré tout, il a bravé toutes ces menaces-là, il s'y est rendu, et vous voyez comment il a été accueilli là-bas, il a été applaudi par tous. C'est un acte très fort. Et vous savez, l'université, c'est le vivier des intellectuels. Sigrid l'a relevé tout de suite, c'est le temple du savoir. Donc il faut, parce qu'il y a eu un certain nombre de rencontres que le président Ibrahim Traoré a tenu avec les différentes couches de la société. Les étudiants et le monde des intellectuels aussi ne sont pas à mettre en marche. Donc il a voulu d'abord les rencontrer, leur expliquer un peu la dynamique dans laquelle nous sommes, pour que ce vivier d'intellectuels, ce vivier de chercheurs, d'enseignants-chercheurs là, d'abord dans un premier temps puisse quand même comprendre la vision et y adhérer et accompagner le pouvoir en place. De même que les étudiants, leur expliquer que la situation dans laquelle nous sommes là, elle a besoin que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions quand même vaincre l'île terroriste. Et alors, Michel Sigiri a tout à l'heure dit qu'il était judicieux de laisser le Premier ministre, par exemple, se prêter à un tel exercice. Est-ce que vous êtes d'avis? Oui, mais bon, c'est pas mal aussi, je pense, à mon avis, que c'est pas mal que le président et le chef de l'État puisse se déplacer, aller rencontrer ces étudiants-là, puisque lui-même, il a été étudiant à l'université Norbert, à l'université Joseph Kizerbo. Il connaît plus que quiconque les problèmes que rencontrent les étudiants, au-delà de ceux qui ont fait l'université Joseph Kizerbo, l'ensemble, il connaît les problèmes que rencontrent les étudiants du Burkina Faso. Donc, c'est une façon pour lui, en tant que jeune aussi, ces étudiants vont se reconnaître en lui. Donc c'est une façon pour lui de dire oui, je comprends vos problèmes et c'est vrai, le temps que j'ai à passer au pouvoir, c'est pas long, mais quand même nous allons nous battre pour que même si nous n'avons pas pu tout faire, quand même qu'on puisse jeter les bases quand même d'un certain nombre de réformes, d'actions en faveur des étudiants burkinabés, en faveur de l'université burkinabé, pour que quand même redorer un peu l'image des étudiants, l'image de l'université burkinabé, et puis bon, régler les différents problèmes. Et vous voyez que ça a été une occasion aussi pour lui de dire, à la face de tout cela, comment est-ce que le Burkina se porte. Il a relevé que c'est vrai, depuis son arrivée, les attaques se sont intensifiées, mais il trouve que bon, c'est normal parce que au vu des actions que nous sommes en train de mener, c'est sûr que ceux qui nous combattent ne vont pas s'asseoir et nous regarder. Ils vont essayer de mener plusieurs actions d'harcèlement pour casser le moral de la troupe, pour inquiéter davantage les Burkinabés. Mais je pense que bon, la dynamique est lancée, on y va. Il n'y a pas de souci. Et alors, Emilienne Kavolé, on a suivi un peu cette rencontre entre le chef de l'État et le monde universitaire. Au niveau de votre journal, La Lettre du Faso, quelle est l'appréciation qui se dégage? Pour moi, je pense que c'est une belle chose que le président se soit déplacé lui-même au sein de l'université Joseph Kizerbo, parce que lorsqu'on parle de la lutte contre l'insécurité, les jeunes sont concernés parce que les terroristes recrutent beaucoup les jeunes. Et deuxièmement, je pense que le fait qu'il s'est déplacé lui-même, ça lui permet d'être en face des réalités. Parce que laisser quelqu'un aller et venir te rendre compte, bon, on a vu, c'est pas sûr que ce soit un compte rendu fidèle, mais lui-même, bon. Et je pense qu'il a découvert lors des échanges avec les étudiants que l'université de Dori, il y a un an de cela qu'il n'y avait pas cours à l'université de Dori. Donc moi je pense que s'il n'était pas parti, c'était pas sûr qu'il allait apprendre cela. Donc je pense que c'est une très belle chose qu'il s'est déplacé pour se rendre à l'université Joseph Kizerbo. D'accord. Alors, Emena Baloum, c'était des échanges directs, sans langue de bois. Déjà, en termes d'appréciation, comment est-ce que vous trouvez cette sortie du chef de l'État? Et aussi, qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué?
échange direct sans langue de bois, oui, on peut le dire, c'est pas véritablement nouveau. Je le dis parce que le chef de l'État lui-même, dans son tout premier discours officiel, il a comme cette phrase fétiche là qu'il dit je n'irai pas jusqu'à vous faire un discours. Donc je note que jusqu'à la fin, il ne faudrait pas s'attendre à un discours avec le chef de l'État et qui très probablement préférerait donc des échanges directs. Avec le monde universitaire, effectivement, les échanges étaient directs, les questions étaient plus ou moins franches. Quand bien même on peut se poser donc la question par rapport à l'organisation, le choix des intervenants, comment tout cela s'est passé, le choix ou l'identification des secteurs ou des questions qui devraient être posées. Je suppose que tout cela a été organisé. Il aurait été intéressant donc qu'on sache comment tout cela a été fait. Mais je reste quand même dubitatif par rapport à la forme, parce que non seulement à la forme, mais aussi la démarche elle-même. Au fond, j'ai eu l'impression que, au-delà des réponses le chef de l'État a pu bien donner, j'ai eu l'impression que c'était comme on appelle une volonté ou l'envie donc de se remémorer donc d'une certaine époque. Sinon, dans le fond, je pense que on pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer et le Burkina n'allait pas trembler, le Burkina n'allait pas disparaître pour autant. L'autre aspect également que je note, c'est que mon confrère l'a dit tout à l'heure, l'a rappelé tout à l'heure, les dernières personnalités à se rendre donc à l'université Joseph Kizerbo, l'ancien chef de l'État, le chef de l'État de l'époque, Roch Marc Christian Kaboré, le premier ministre de l'époque, Luc Adolphe Thiao, qui a subi ce que mon confrère de l'Observateur Palga avait appelé à l'époque l'intifada, donc à l'université, parce que ça s'est terminé par une chasse poursuite. Mais je voudrais que l'université, ou du moins nos universités, soient véritablement des temples, comme l'a dit mon confrère Sigré, soient des temples. Ça veut dire que quand la personnalité, l'autorité s'y rend à la rencontre de ce monde-là, il faut que ce soit un acte fort. Il faut qu'il s'y rende pour poser un acte suffisamment fort, symbolique, qui va marquer les esprits, qui va marquer donc très probablement un nouveau départ quelque part. C'est à cela qu'on doit pouvoir concevoir nos universités et non un endroit où les gens viennent, où les personnalités ou autorités viennent s'absoudre, viennent redorer un peu leur image, viennent prendre un peu de popularité, parce que quand vous regardez... Vous rejoignez donc ceux qui estiment que c'est un peu du populisme. Si ce n'est pas ça, il semble fort, comme dit quelqu'un. Parce que je ne sais pas si quelque chose m'a échappé, mais c'est l'une des premières sorties, ou c'est l'une des sorties où on a vu le chef de l'État avec un brin de sourire aux lèvres. C'est la première. Je me suis dit, ça veut dire que le milieu là, on est habitué, on n'a pas encore oublié certaines habitudes, on s'est souvenu de certaines étapes, de certaines époques. Et au fond, le discours, le message lui-même, il n'y a pas eu de discours. Les échanges, ce qui a été dit, moi je ne perçois fondamentalement pas quelque chose de nouveau. À part l'expression ou la phrase qui parle de souveraineté importante. Et est-ce qu'on a voulu aller à l'université pour anticiper par rapport à certaines décisions, parce que lui-même l'a dit, vous verrez les jours à venir, certaines décisions sortiront, ça a valu donc des applaudissements. Donc moi je pense, une fois de plus, ici ce n'est pas rendu, le Burkina n'allait pas trembler, rien n'allait changer. Parce que je dis ça pourrait ressembler à du populisme, parce que il n'y a pas eu de discours, on a répondu à des... C'est son habitude, voilà, pas de discours. Pourtant, l'université doit être ça.
c'est un temple du savoir, c'est une université. Je suis désolé, mais c'est pas au marché, quoi. Voilà. Est-ce que sa présence aux côtés des étudiants n'est déjà pas un symbole en tant que premier chef d'État à oser aller au campus pour rencontrer les étudiants? C'est le tout premier à le faire. Non, lui-même l'a dit, excusez-moi, mais il n'a pas besoin des étudiants pour être des VDP. J'ai pu comprendre ça. Mais pourtant, c'est notre préoccupation donc de l'heure. Là où il faut recruter les VDP, c'est ceux qui font les marches, c'est ceux qui courent dans les rues. C'est là qu'il faut aller les chercher. C'est ceux-là qu'on doit convaincre. C'est avec ces personnes-là qu'on doit discuter. Il faut taire certaines choses, il faut abandonner certaines habitudes et puis se concentrer sur l'essentiel. À la fin, le passage à l'université, que va-t-on retenir? C'est pas grand-chose. D'accord, et on reste sur l'aspect sécuritaire où on sait qu'il a un peu fait le point avec les étudiants. Il a même interpellé ces derniers à se départir des manipulations et incitations à la haine contre une quelconque communauté. Et le président souhaite apprendre aux étudiants à fabriquer des kalachnikovs plutôt que d'en tenir. Quelle est votre appréciation, Issa Sigiré? C'est ce que j'ai déploré dans ce que je disais un peu plus tôt. Il faut aussi déplorer le fait qu'on n'a pas associé un certain type d'acteurs dans ce type de rencontres-là. Il est difficile d'avoir une rencontre sérieuse à l'université sans avoir associé l'ANEB et l'UGEP. Ce sont des mouvements estudiantins qui ont montré leur sérieux, leur savoir-faire et même en termes de documentation, même en termes de sérieux dans les débats. Je crois que ces organisations-là devraient en principe être associées. Maintenant, ce départi de certains discours, c'est normal parce que au cours de la semaine dernière et même un peu cette semaine, on a vu cette question Pull qui a quand même fait surface à la place publique. Et au début, c'était un débat sous les manteaux, même si c'est une question qui est extrêmement dangereuse à manipuler avec précaution et une question très très sérieuse pour la vie de la nation, et c'était pour les premières fois qu'on parlait de ça publiquement et qu'on mettait cela sur la place publique. Donc il était tout à fait indiqué, voilà, qu'il invite aussi les étudiants à se départir d'un certain nombre de choses. Mais là où ces propos ont souvent des limites, c'est de traiter certains Burkinabés, par exemple, d'apatrides ou encore d'être des ennemis de la nation. Et ça, il faut aussi le déplorer parce que ce sont des termes dans lesquels n'importe quel fossoyeur peut s'engouffrer. Mais on précise que ces termes n'ont pas été utilisés à la rencontre avec les étudiants. Oui, certains n'ont pas été étudiés, mais c'est tout à fait des rappels, parce qu'il a dit aux étudiants et insinué que vous-même vous les connaissez. Voilà, donc c'est des insinuations qui peuvent être dangereuses, et surtout quand on indexe certaines personnes. Mais inviter les jeunes à se départir d'un certain nombre de comportements tels que la stigmatisation d'un certain nombre de communautés ou accuser une certaine communauté d'être derrière tout ce qui arrive, ça ce n'est pas juste. Il faut plutôt encourager les étudiants à aller vers toutes les communautés. C'est pas parce que dans telle communauté on a trouvé X qui a pris des armes que toute la communauté prend des armes. Ce n'est pas cela, parce que la preuve a aussi montré qu'aujourd'hui toutes les communautés, toutes les ethnies sont d'une manière ou d'une autre impliquées. Mais certaines communautés, certaines ethnies ont eu la malchance que la crise est venue de leur zone géographique, et malheureusement certains se sont laissés emporter. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi le plus urgent ce n'était pas d'aller à l'université, parce que quand on va à l'université on fait des promesses qui sont difficiles à tenir. Par exemple, quand il dit qu'on va apprendre aux étudiants de fabriquer des armes, imaginez, la semaine dernière je suivais une vidéo où la seule dame qui a osé conditionner le coton qui est produit au Burkina Faso pour pouvoir distribuer dans les officines pharmaceutiques ou dans nos hôpitaux a été fermée parce qu'on a emporté les machines parce qu'elles n'arrivent pas. Donc c'est des promesses qui pour moi ne sont pas à l'ordre du jour, parce que produire des armes c'est une très bonne chose, c'est même une excellente chose, mais il y a quand même toute une démarche. Aujourd'hui,
est-ce qu'il y a une filière ou un institut qui pense déjà à ce type de fabrication? Je ne suis pas sûr. Est-ce que ce n'était pas une façon pour le chef de l'État aussi de parler de la professionnalisation un peu? Oui, mais quand on veut parler de la promotion, moi je souhaite qu'on parle des choses qui sont réalistes et réalisables. Voilà, quand un chef d'État se met à donner des choses qui, à l'étape actuelle, ne sont pas forcément réalisables, ça porte un coup à la crédibilité du discours du premier responsable. Et c'est tout le mal que nous avons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, que vaut le discours d'un ministre? Quand ministre... Aujourd'hui, lorsqu'il y a un événement, quand les réseaux sociaux disent ceci et le ministre ou l'autorité vient dire autre chose, les gens diront que non, que ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Donc, ce sont ces types de trucs, de promesses et de comportements qui ont contribué peu à peu, au fil des années, à éroder un peu le poids du discours de l'autorité. Moi, je pense qu'ils doivent s'abstenir à donner un certain nombre de promesses qui est difficile à tenir dans le contexte actuel. D'accord. Alors, il a également parlé des conditions d'études des étudiants. Et le chef de l'État annonce une réforme du système éducatif afin que l'université soit un choix et non une destination. Qu'est-ce que vous en pensez, Daouda Kinda? Ah oui, vous savez qu'il y a eu une époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, où on appelait l'université Joseph Kizerbo la MACO. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance de cette appellation-là. C'est parce que beaucoup considéraient l'université comme le lieu de toutes les galères. Vous voyez, quand vous arrivez à l'université, vous voyez avec les retards accusés dans les différentes filières, le chevauchement. Par exemple, pour une licence, il faut faire 4-5 années. Bon, vous voyez que c'est difficile, donc il est plus que nécessaire que toutes ces difficultés-là, qu'on aplanisse toutes ces difficultés-là pour permettre aux étudiants de pouvoir faire les choix adéquats. Parce que lorsqu'ils parlent aussi, on peut facilement voir cet aspect de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ça aussi, ça a longtemps fait débat au Burkina parce qu'on finit, par exemple, vous voyez le président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait des études en géologie, mais qui aujourd'hui ne sert pas pour l'État burkinabé en tant que géologue, qui au contraire pratique le métier des armes. Et les cas comme ça sont légion. Beaucoup ont fait des formations dans plusieurs domaines. Beaucoup ont fait des formations en communication mais qui se retrouvent enseignants, d'autres ont fait des formations en sciences mais qui se retrouvent, je ne sais pas moi, agents de bureau quelque part. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément la formation qu'on rêve exercer plus tard. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Et tout ça, je pense que nous sommes dans une période transitoire et c'est le moment de jeter les bases de tout ça. Permettre à ce que, lorsqu'on fait un choix à l'université, qu'on puisse se donner les moyens, qu'il y ait la possibilité de débouchés qui puissent permettre qu'on exerce un peu dans ce domaine-là. Et je reviens un peu sur l'aspect fabriquer des armes. Je pense qu'en disant nous allons tout faire pour qu'on vous forme sur comment fabriquer les armes, je pense que c'est interpeller les acteurs pour que tout le monde puisse apporter sa contribution, sa part contributive dans la crise que nous vivons. Si tu peux être utile dans tel domaine, que tu puisses apporter ta contribution. Je pense que c'est ce que le président a voulu faire passer comme message sans toutefois verser dans le griotisme. D'accord. Alors, Emilienne Kaboué, on a suivi les différentes positions au Reporter, au Pays, au Quotidien. Finalement, on se pose la question, est-ce que cette rencontre avec les étudiants a été un succès? Bon, se demander si cette rencontre avec les étudiants a été un succès, bon, ça dépend de tout un chacun. D'accord. Quelle est votre réaction au niveau de la lettre du Faso par rapport à ça? On sait ce qu'en pense le Reporter ou le Quotidien ou le Pays. Vous, au niveau de la lettre du Faso, qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi, je l'ai relevé. Je pense que cette rencontre a été un succès. Dans ce sens que les échanges, chacun a pu dire à l'autre, le Burkina Faso appartient à tout le monde, c'est-à-dire c'est tous les fils et les filles de ce pays qui doivent construire le Burkina Faso. Donc, dans ce sens que du moment que les étudiants ont pu exprimer leurs préoccupations et le président Faso a apporté
des réponses. Cela montre que, moi je pense que cette rencontre vient réaffirmer le patriotisme de Ibrahim Traoré. Au premier instant, lorsqu'il s'exprimait, il y a des gens qui disaient qu'on sent de la sincérité dans ce qu'il dit. Et à l'université de Ouagadougou, moi je l'ai ressenti. J'ai senti de la sincérité dans ce qu'il dit. Il a dit que sa plus grande peur, c'est de ne pas trahir. Serait de trahir sa patrie. Et je pense que c'est beaucoup de choses. Je pense que cette rencontre a été un succès, selon moi en tout cas. D'accord. Alors, sur la question, le chef de l'État qui affirme que sa plus grande peur serait de trahir sa patrie, quel commentaire est-ce que vous en faites? C'est légitime. C'est légitime parce que c'est condamnable. Si le chef de l'État trahit, c'est un acte condamnable. Et je pense qu'il le sait bien, il l'a si bien dit. Mon souci, c'est que c'est la réponse à une question directe, quoi. C'est pas un argumentaire élaboré, c'est pas un discours bien établi, c'est la réponse. Quelle est votre plus grande peur? Pour un chef d'État, c'est bien évidemment donc de trahir donc les serments donc qu'il a prêté. Là, il pourrait donc se retrouver devant des juridictions pour ça. Mais au-delà, vous me permettez, parce que je voulais réagir par rapport aux propos donc, de mon confrère Issa Sigré sur la question, l'interpellation donc, du chef de l'État par rapport à l'appel qu'il a lancé aux étudiants par rapport donc, à la stigmatisation, donc, à un certain nombre de délits, dans le délit de faciès. Voilà pourquoi je disais que j'aurais aimé que, en tant que chef d'État, ça, par exemple, cette question, par exemple, préoccupe l'opinion nationale, préoccupe tout bon Burkinabé à ces temps-ci là. C'est la véritable peur pour les Burkinabés, qu'il n'y ait pas de dérive. J'aurais aimé que le chef de l'État se déplace à l'université, pas forcément pour rencontrer les étudiants, mais pour prononcer un discours sur cette question bien précise. S'adresser aux Burkinabés sur cette question bien précise. Il y aurait toute une symbolique autour de ça. Je vais, il a dit, dans le temple du savoir pour dire vers où nous devons aller par rapport à ce problème de l'heure. La question donc de l'ethnicisme, la question donc de faciès, la question donc de la stigmatisation. Il aurait construit un discours autour donc de cette question. Moi je voulais dire, voilà, le chef de l'État s'est prononcé, bien évidemment, il aurait condamné, il aurait donné donc les conduites à tenir, il aurait interpellé la communauté universitaire à faire des productions, à faire des sorties pour interpeller l'ensemble des Burkinabés. Mais bon, là c'est allé vraiment dans tous les sens. La dernière question, est-ce que ça a été un succès? Oui, ça a été un succès parce qu'il n'a pas subi l'intifada donc d'un certain premier ministre, parce qu'il n'a pas été hué comme l'ancien président Rochma Christian Kaboré, que les étudiants ont hué à la suite donc de la sortie la réaction du président Macron qui parlait donc de climatiseurs. Il n'a pas eu tout cela, bien au contraire, il a eu droit à des ovations. Donc c'est un succès, mais le plus reste encore à chercher si ce n'est pas le populisme. D'accord. Alors à cette rencontre, il a également été question d'une réduction des partis politiques au Burkina Faso. Le chef de l'État en a fait l'annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était le lieu? Voilà, je me pose la question. C'est opportun, hein? Tout le monde pense à l'heure là, même des acteurs de la vie politique pensent que ils sont nombreux, quoi. Ils pensent qu'il faut un certain recadrage donc à leur sein. Mais c'était véritablement pas l'endroit. Deux, je pense que il a un ministère en charge donc de l'administration territoriale, chargé des relations avec également les institutions, dont le ministère de la justice. Je pense que il faut laisser les questions sectorielles là au ministre
Donc, comme l'a dit mon confrère, c'est des questions véritablement qui doivent être laissées au ministère, donc pour réfléchir, rassembler les acteurs de la vie politique nationale. Parce que si on veut assainir, si on veut assainir donc la vie des partis politiques, c'est pas compliqué à mon avis. Il suffit de se rendre à la Cour des comptes. Il y a des partis politiques qui sont pas à règle vis-à-vis de la loi. Il y a des partis politiques qui ont mal dépensé, par exemple, les finances publiques. Il y a des partis politiques qui, depuis leur existence, n'ont pas encore eu un seul élu, même local. Mais on peut vous demander bonnement, mais il faut choisir une autre formation ou bien un groupe de partis politiques pour vous rendre, parce que vous prenez les subsides de l'État sans véritablement donc de résultats sur le terrain. C'est faisable. Sans donc prendre des décisions, je dirais, qui pourraient friser un peu une dictature douce. Demander à ce que... Vous n'y allez pas un peu trop, une dictature douce? Non, ce serait une dictature douce pour dire on va limiter les partis politiques à combien d'ailleurs? À combien de partis politiques? À combien ou bien on va dire rangez-vous du côté de la gauche, rangez-vous du côté de la droite. Ceux qui ont expérimenté d'ailleurs ces formes-là, on voit extrême droite, on voit extrême gauche, on voit centriste, on voit centre gauche, on voit centre droite. Donc ça va être un peu compliqué. Moi, on peut établir les règles. Si vous n'atteignez pas un certain taux donc de participation ou donc d'acquisition d'un certain nombre de voix à certaines élections, pendant 2-3 élections, on peut vous suspendre. Là, par exemple, ce serait doux comme décision, mais dire on va limiter les partis politiques à 3, à 4, à 5, à 10, à 100, ce serait subjectif à mon avis. D'accord. Alors ici, c'est une réduction des partis politiques. L'annonce en elle-même n'est pas nouvelle sous monsieur. Et beaucoup estiment également que c'est plutôt l'application des textes qui pose problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, et tout le monde parle, et jusque-là, nous sommes encore aux effets d'intention ou encore des effets d'annonce, sans pour autant et poser vraiment des actes qui vont dans ce sens-là. Il est clair que pour développer le Burkina, on n'a pas besoin de 200 et quelques programmes pour pouvoir développer le Burkina. Surtout que on a vu qu'il y a beaucoup de partis qui sont de la même idéologie. Tout à l'heure, mon confrère Nabaloum parlait de ceux de la gauche, ceux de la droite. Ici, les idéologies ne importe très peu aux acteurs de la politique. Donc il est tout à fait normal qu'on diminue le nombre de ces partis-là. Mais à mon avis, pour le faire, c'est tout à fait simple. Il faut seulement, en plus de l'application des textes qui existent déjà, on peut revoir un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les conditions même de création d'un parti. Avec un cahier de charges strict. Par exemple, si on dit que pour créer un parti, vous devez avoir un siège à votre nom, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller occuper n'importe quel bâtiment pour dire c'est notre siège, avec un certain type de personnel, c'est-à-dire que au moins avec un ou une secrétaire, avec un personnel réduit permanent qui permet chaque fois de retrouver les traces de ce parti-là et maintenant de voir le fonctionnement même des partis. Voyez-vous, il y a des partis au Burkina Faso qui sont créés et vous verrez que c'est celui qui a créé le parti 30 ans après qui continue d'être président du parti et on voit souvent même que les instances même ne se tiennent même pas. Donc il y a ces choses-là qu'on peut effectivement regarder pour permettre aux partis sérieux de rester et les partis les moins sérieux de disparaître en toute tranquillité parce que il y en a qui bénéficient des financements publics. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est là toute la question. Donc, sur ce point, il a raison. Il faut qu'on mette du sérieux, mais il faut commencer par eux-mêmes bien faire les choses. Parce que quand on dit qu'on doit réduire le nombre de partis, mais nous-mêmes, on crée les conditions pour que des partis naissent ou encore pour créer d'autres problèmes, ça devient compliqué. Je
prends un cas particulier. Quand vous allez regarder juste après le coup d'État du 24 janvier 2022, quelques mois après, vous avez vu la création d'un certain nombre de partis. Et ces partis-là ont été insérés encore dans les différentes instances de la République, de sorte que s'il y a un partage, que ces derniers-là aient un partage. Par exemple, dans nos textes, il y a l'opposition, il y a la majorité. C'est comme ça les choses fonctionnent. Mais il y en a qui ont trouvé le coin, comment on appelle ça, qui ont trouvé la parade pour créer encore leur ONA. Voilà, leur ONA. Et après le coup d'État, on a vu encore d'autres encore venir créer autre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de l'ancienne opposition, vous n'êtes pas dans l'ancienne majorité, vous n'êtes pas dans l'ONA, vous encore vous êtes autre. Et finalement, le partage du gâteau, et comme c'est le cas aujourd'hui à l'Assemblée législative de la transition, il y a eu la part de l'ancienne majorité, il y a eu la part de l'ancienne opposition, il y a eu la part de l'ONA et il y a eu la part de l'autre. Mais c'est le même capitaine Ibrahim Traoré, c'est le MPSR qui a créé tout ça. Donc, quand il y a le discours, entre le discours et les actes, il ne doit pas avoir une discordance. On doit faire... vous savez pourquoi les corologos ont marché? Parce que, très rapidement. Parce que eux, ils disent ce qu'ils font et font ce qu'ils disent. Ils ont écrit sur cahier, si tu voles un œuf, tu payes 15 000. Si tu voles un bœuf, tu payes... Ils ont des montants et quand tu fais, c'est clair, tout le monde s'y reconnaît dedans. Et c'est en partie leur succès. Donc, pour moi, l'autorité doit dire ce qui est faisable. Et comme je l'avais dit au début, réaliste et réalisable. Ne pas promettre des choses qu'on ne peut pas faire. Et aussi dire ce qu'on fait. Hein. Souvent, quand on dit des choses, on annonce de très bonnes intentions, mais à la pratique, il y a souvent des choses, et ça n'arrange pas les choses. Sinon, s'ils commencent déjà à réglementer pour réduire au maximum le nombre de partis, ce serait une très bonne chose. Et aussi revoir en même temps le code électoral, de sorte que s'il y a s'il y a des élections, que non seulement ceux qui seront issus de ces élections-là soient des personnes dignes de foi, crédibles, mais aussi que les gouvernés reconnaissent aussi ceux qui ont été élus, c'est-à-dire les gouvernants. D'accord. À côté de ces politiques également, on sait qu'il y a les organisations de la société civile. Finalement, Daouda Kinda, quel est le type de réforme adaptée? D'abord sur la question des partis politiques, moi je pense qu'il faut nécessairement assainir le milieu, l'aspect politique. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'il y a une pléthore de partis politiques au Burkina, c'est vrai, les chiffres le montrent, mais en réalité c'est juste quelques partis politiques, hein, parce qu'il y a des partis satellites en fait. Il y a des grands partis politiques qui, à l'orée des élections, se permettent de créer des partis satellites pour les accompagner. Il y a des partis qui ne prétendent à aucune élection. Hein. Ils se créent juste parce qu'ils pensent qu'il y a de l'argent public qui est là, qu'il faut dépenser, et qu'on suscite même leur création. Il y a de ces bonnets-là qui sont des plus grandes formations politiques du pays, mais qui en réalité, on apprend beaucoup plus tard que oui, tel parti là c'est telle personne qui a suscité la création, tel parti là c'est telle autre personne qui a suscité la création. Donc vous voyez que ça vient gonfler les chiffres des partis politiques. Mais en réalité c'est comme des groupements. Par exemple, on prend un groupement qui est là avec des petits partis à l'intérieur. Donc je pense qu'il faut durcir les conditions de création des partis politiques. Et c'est la même chose au niveau des organisations de la société civile. On crée des organisations de la société civile, on suscite même la création d'organisations de la société civile. Ça, Sigidé prenait le cas après le 24 janvier. Oui, les partis, et ça fait rire, hein, les partis créés après les événements du 24, c'est comme ça on les appelait. Les partis créés après les événements du 24. Mais ça fait rire. Ça veut dire quoi? On a une opposition et on a une majorité. C'est clair. Soit tu es de l'opposition, soit tu es de la majorité. Actuellement, nous sommes dans une phase transitoire. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité, certainement. Mais lorsqu'il y aura des élections, c'est sûr qu'il y aura la majorité. Et l'opposition aussi sera là. Mais dire que oui, ça c'est telle formation-là, on ne se reconnaît pas dans l'opposition, on ne se reconnaît pas dans la majorité, mais c'est quelle idéologie vous avez? Un parti politique doit avoir une certaine idéologie
pour soi-même sa crédibilité, une idéologie qu'on est capable de défendre. Demander ces dirigeants, chefs de parti politique là, tu lui demandes même la devise ou le slogan même de son parti politique qu'il ne connaît même pas. Et il n'y a même pas de démocratie interne. Tu crées ton parti politique que tu veux diriger pendant je sais pas, 20 ans, 30 ans, et c'est toi qui dis que oui, telle personne a duré au pouvoir. Toi-même, il faut cultiver la démocratie dans ton propre parti politique, assainir ton parti politique pour prétendre diriger une commune, pour prétendre être élu député, pour prétendre être élu président du Faso. D'accord. On le disait en début d'émission, une soixantaine de femmes enlevées dans le nord du Burkina à Arbinda, selon un communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Djibo. Et sur la question, la lettre du Faso en a fait un édito intitulé « Enlèvement de 50 femmes au Burkina, une ignominie qui ne doit pas rester impunie ». De quoi s'agit-il exactement dans votre édito? En fait, il s'agit là nous avons condamné, parce que c'est un acte vraiment ignoble, comme on l'a souligné, depuis le début du terrorisme au Burkina Faso jusqu'à maintenant, je pense que c'est le plus grand chiffre d'enlèvement. Et si nous voulons être réalistes, ce sont les femmes qui sortent et qui rapportent la nourriture. Mais si on enlève ces femmes-là, on va s'aimer la psychose. Les femmes ne vont plus vouloir sortir. Et les gens vont mourir de faim. Et ça, c'est une autre forme de terrorisme. Parce que on ne va pas les tuer par les armes, mais là, c'est la faim qui va les tuer. Et on se souvient qu'un habitant de Arbinda l'avait dit que si ce n'est pas le terrorisme qui va les tuer, c'est la faim qui va les tuer. Donc, moi, je pense qu'il est temps. Nous savons que le président Ibrahim Traoré fait déjà beaucoup d'efforts. Nous pensons qu'il faut redoubler les efforts pour protéger davantage les femmes. Bon, pas seulement les femmes, protéger tout le monde, mais aussi être plus regardant pour que les femmes puissent, comme dans le passé, rapporter à manger pour ravitailler les familles. Parce que quand il y a la psychose, ça devient compliqué. Et il faut aussi que les populations soient solidaires pour signaler tout. En collaboration avec les forces de défense et de sécurité, exactement, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre le terrorisme. D'accord. Et dans votre édito, vous estimez que cette actualité est une occasion qu'il faut utiliser pour repenser la condition féminine dans un contexte miné par l'insécurité lors de la prochaine commémoration du 8 mars. Oui, c'est vrai, parce que lors des commémorations du 8 mars, c'est toujours des Djandjoba, donc on pense qu'il faut réfléchir sur la question. Parce que quoi qu'on dise, les femmes sont vulnérables. Et ces enlèvements des femmes nous rappellent cela. Oui. Donc il faut repenser, il faut faire des débats, il faut débattre autour de cela pour voir comment plus sécuriser davantage les femmes. D'accord. Au lieu de passer des 8 mars à faire des Djandjoba et autre chose, bon, on peut resserrer les questions autour de cela. D'accord. Alors Issa Sigiré, c'est un nouveau mode opératoire des groupes armés au Burkina. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est passé à une autre étape de la lutte selon vous? Effectivement, nous sommes passés à une autre étape et ça nous rappelle 2014 ou 2015 comme ça au Nigeria, les filles de Chibok, je crois, où plusieurs années le fameux slogan Bring Back Our Girl n'a jusque-là pas porté grand fruit en tant que tel. Et je pense que c'est la première fois qu'il y a un enlèvement autant de personnes et surtout au niveau des femmes. Il faut déplorer cette situation, il faut condamner avec la dernière énergie parce que jusque-là, c'était les femmes qui résistaient. Et les hommes s'étaient résignés dans ces parties sous pression terroriste parce que c'est elles qui étaient jusque-là capables d'aller chercher un peu de quoi à manger par-ci par-là pour nourrir le reste de la famille. Et si elles ont été l'objet d'enlèvement,
enlèvements aujourd'hui, cela porte à croire que le futur devient encore de plus en plus sombre. Et on va ensemble inviter les autorités à mettre tout en œuvre pour retrouver ces dames-là. Parce que aujourd'hui, Dieu seul sait ce qui advient à ces femmes-là. Ce qui leur arrive aujourd'hui, Dieu seul sait, et ce n'est vraiment pas agréable à entendre. Pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'elle permettait de résister. Vous savez qu'il y a beaucoup de zones qui ont été encerclées sous blocus, ce qui fait que non seulement les ravitaillements sont difficiles, mais aussi d'autres modes d'acheminement sont compliqués. Donc il faut faire avec ce qu'on a sur place, et ce sont les femmes qui étaient capables d'aller chercher la nourriture pour pouvoir nourrir le reste de la famille, c'est-à-dire les hommes et les enfants. Donc les contraintes dans cette situation-là, du coup tout le monde va rester à la maison, et soit on meurt de faim ou on meurt des terroristes. Et je pense que d'ici là, des opérations sérieuses seront lancées afin que on puisse retrouver vivement ces dames-là pour le bonheur de tous les Burkinabés. Alors, Aimé Nabaloum, on a dit une 60aine de femmes et de nourrissons. Les chiffres font froid dans le dos. Au-delà des différentes condamnations qu'on a vues des Nations Unies et d'un peu partout, qu'est-ce qui doit être fait selon vous? C'est une question délicate. Qu'est-ce qui doit être fait? Ce qui doit être fait, c'est de renforcer donc la sécurité autour donc des localités. Malheureusement, on a des localités qui sont déjà sous blocus terroriste, d'où les populations ne peuvent plus sortir. Elles n'attendent que les vivres tombent du ciel, mais pas comme pour l'autre, ou que selon le bon vouloir donc des terroristes, qu'un couloir soit ouvert. C'est très compliqué. Il faut donc renforcer la sécurité autour donc des localités qui ne sont pas encore sous blocus. Mais je note que la question donc des enlèvements de femmes, c'est véritablement pas nouveau, mais une 60aine, parce qu'au début on parlait d'une 50aine, le procureur de Djibo a parlé d'une 60aine. Quand on écoute certains, ils font sortir le chiffre de 80aine, ça devient de plus en plus inquiétant. La peur ici également, la vilainie dont parle la lettre du Faso, c'est enlever autant de femmes et de nourrissons. Dieu seul sait ce qui peut advenir à ces femmes et à ces nourrissons là. Très généralement, elles finissent par devenir des esclaves de tout genre, des esclaves sexuels, des esclaves préparés, des esclaves tout ça. Et également, elles deviennent dans les conditions donc d'insécurité là. Elles deviennent comme des boucliers humains, parce que quand elles sont dans une localité, c'est difficile donc d'opérer, c'est difficile de la part des forces loyalistes d'opérer sans faire des dégâts. D'où l'importance de votre question en disant qu'on a atteint un autre niveau donc de la situation qui devient de plus en plus grave. Vivement qu'on retrouve ces femmes-là, saines et sauves, comme disent certaines déclarations, certaines personnalités, vivement qu'on les retrouve saines et sauves, et il faudrait au regard de cela travailler pour que cela n'arrive pas de plus en plus. Sinon, les cas sont suffisamment légion, où des femmes ont été enlevées, elles ont été violées, il y en a qui ont accouché, il y en a qui sont enceintes, sans savoir exactement la guerre, notre contexte, ou si vous voulez, notre insécurité prend ici une tournure suffisamment grave, et les mesures, c'est ce que j'ai dit, ça va être difficile d'inventer. Il faut renforcer la sécurité, il faut renforcer, multiplier du moins les actions donc de surveillance donc autour des localités, parce que dès lors qu'on vire dans ça,
on a de mauvais souvenirs par rapport, par exemple, à ce qui se passe au niveau des Grands Lacs. C'est très difficile à supporter. Et si c'est un basculement, croisons les doigts pour que ce soit un acte isolé. Sinon, si c'est un basculement donc, de notre terrorisme, ça veut dire que ça va être très très compliqué pour la suite. D'accord, alors vivement que ces femmes soient retrouvées avec les nourrissons. Et autre sujet ayant marqué l'actualité cette semaine, la déception et la colère du nouveau ministre en charge des sports lors de sa visite au niveau des chantiers de réhabilitation du stade du 4 août. Et sur la question, le journal Le Quotidien nous souhaite la bienvenue au pays de l'impunité. Oui, c'est colère et déception légitime, hein, mais je pense que l'instabilité politique que nous avons connue, 2 coups d'État en une année, ça n'a pas contribué à arranger les choses. Mais déjà, ça fait vraiment mal pour tout Burkinabé de savoir que pour un stade qui devrait être livré dans un délai donné, qu'on puisse... 11 mois. Et puisque ça a été c'était un conseil des ministres en sa séance du 22 septembre 2021 que plus de 14 milliards ont été dégagés pour réhabiliter ce stade-là, pour permettre au Burkina Faso quand même d'avoir un stade digne de ce nom. 11 mois, et vous voyez jusqu'aujourd'hui ça fait plus de 5 mois en plus. Le délai est écoulé. Voilà que le délai est passé, donc et on n'est même pas encore prêt. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va finir avec ça. Pendant ce temps, c'est de l'argent du contribuable qu'on est en train de dépenser comme ça. Et ça nous rappelle un peu plusieurs autres infrastructures. Vous voyez, dans le cadre de la fête tournante du 11 décembre, ça fait combien d'infrastructures sportives on a réalisées dans les différentes localités qui... Juste après au passage d'un vent, vous voyez que c'est tel bâtiment qui est tombé, c'est telle infrastructure, c'est la pelouse là que le vent a balayé ou la pluie a balayé. Et ce n'est pas ça seulement. Regardez le cas de Donsin tout de suite, où un bâtiment s'est écroulé. Regardez le cas de Koudougou. Et on va continuer comme ça jusqu'à demain, cité, on ne pourra pas finir. Alors, Issa Sigiré, comment expliquer ce retard au niveau du chantier de réhabilitation du stade du 4 août? À qui finalement la faute? Alors, à qui la faute? La question reste posée. Nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire, ce sont des observations et à la limite des spéculations au regard de ce qu'on a comme information. Alors, d'abord, il faut rappeler que c'est un chantier qui a été engagé en 2021, je crois. Et pour ce type d'opération, ça prend du temps entre la contractualisation et le début des travaux, ça prend du temps. Entre-temps, il y a eu un coup d'État et un autre coup d'État. Donc, l'instabilité politique a dû jouer. Mais entre ces instabilités politiques, il y a eu aussi la crise ukrainienne qui est intervenue. N'oublions pas que pour ce type d'infrastructure, il y a beaucoup de choses qui sont importées depuis l'extérieur. Donc pour moi, il y a eu tous ces facteurs-là qui ont un peu joué. Mais aussi la responsabilité de tout le monde dans la mesure où il a manqué par exemple de transparence. Aujourd'hui, Dieu seul sait si les acteurs qui ont été choisis pour coordonner les travaux sont forcément les meilleurs. Alors, dans quelles conditions le contrat a été noué entre les différentes parties, c'est-à-dire entre l'État et les entreprises privées, tout ça, c'est des questions à poser. Mais nous sommes déjà devant les faits accomplis, j'allais dire. Il faut maintenant aller rapidement de l'avant, parce que entre-temps, on avait vu qu'il y a eu des personnes qui étaient condamnées, ce qui a nécessité l'arrêt à un certain moment donné des travaux pendant 2 mois, je crois. Donc aujourd'hui, il faut situer rapidement les responsabilités, mais aussi il faut rectifier le tir, mettre effectivement une équipe capable de faire rapidement des propositions pour afin qu'on puisse retrouver notre salle. Voyez-vous,
les matchs que nous jouons à l'étranger nous coûtent extrêmement cher parce que ce n'est pas gratuit. Quand vous partez jouer votre match à l'étranger, non seulement vous allez louer le stade, vous allez également payer vos frais de déplacement, vos frais d'hébergement et avec un certain nombre de trucs. Alors qu'on sait qu'on est obligé d'avoir un stade homologué à la fois par la CAF, la Confédération africaine de football et la FIFA. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut regarder le passé, tirer leçon de ce qui s'est passé, mais aussi mettre une équipe qui va se mettre rapidement à la tâche pour rattraper le retard déjà accusé. D'accord. Alors Emilienne Kaboré, les Burkinabés ne sont pas étrangers au non-respect des délais d'exécution pour certains travaux liés au public. Quelle est la solution finalement selon vous? Bon, je reviens là-dessus pour dire que vous avez dit que le ministre était déçu, mais ce n'est pas seulement le ministre qui était déçu, c'était toute l'opinion nationale qui était déçue. Et bon, dernièrement, j'ai vu une déclaration sur les réseaux sociaux, j'ose croire que c'est officiel, des entreprises, du groupement d'entreprises qui étaient chargées d'exécuter ce marché-là, qui s'est expliqué. Et bon, on peut comprendre qu'avec les 2 coups d'État et avec la guerre en Ukraine, ça n'a pas été aussi facile pour ces entreprises-là. Et ils l'ont expliqué. Donc, cela peut-être viendra, je dis bien peut-être, viendra calmer un peu les Burkinabés. Sinon, les amoureux du football, bon, et même tout le monde, les gens étaient vraiment déçus de ce qui s'est passé. Et lorsqu'on prend les infrastructures en général au Burkina Faso, il y a toujours des délais. Et des retards dans les délais d'exécution et des infrastructures qui ne sont pas très bien faites, ne sont pas de qualité. Bon, on se demande, est-ce que c'est l'entreprise qui n'est pas compétente ou c'est le budget alloué? Parce que quand on prend le marché public, généralement c'est le moins 10 ans, c'est à l'entreprise le moins 10 ans qu'on donne le marché. Et si dans ce cadre-là, bon, ça peut aussi jouer, je ne sais pas. D'accord, alors vous soulevez là des questions très intéressantes qu'on va confier tout de suite à Aimé Nabaloum du Reporter. Qu'est-ce qui cause problème finalement? Est-ce l'entreprise qui est défaillante? Est-ce au niveau du marché? Et toujours que dans ce type de situation, on retrouve ces mêmes entreprises qui bénéficient encore d'autres marchés malgré ces retards qu'ils auraient accusés dans d'autres chantiers. Très rapidement. Non, là il faut dire que soulève des questions très pertinentes justement parce que nos marchés publics posent problème, c'est déjà là. Hein, les textes des marchés publics posent problème. C'est vrai, on dit qu'on a les meilleurs textes, mais la réalité sur le terrain prouve véritablement donc le contraire. Rendez-vous à l'ARCOP où l'organe de règlement des différends passe le temps donc à apprécier ou à juger des entreprises qui se trimballent donc devant cette instance de régulation donc de la commande publique. Il y a véritablement un problème parce que tous nos grands chantiers ont eu des difficultés. Finalement, on se demande qu'est-ce qui se passe? La question de moins de 10 ans, oui, on peut être moins de 10 ans et puis faire un bon travail, ils peuvent se défendre, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut déjà lever cette équivoque-là. La question spécifique du stade du 4 août, il y a d'autres enjeux, il y a d'autres aspects qui sont rentrés comment on appelle, qui sont venus probablement perturber ce chantier-là. Mais tout cela, c'est dû à nous. Voilà, ils ont parlé tantôt donc des personnes qui ont été interpellées ou incarcérées ou jugées, je ne sais pas trop, mais ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à nos marchés. Quand on fait un peu le point, on regarde l'ensemble de nos marchés publics, des chantiers d'envergure où vous allez partir du lancement des travaux, même depuis l'attribution jusqu'à la livraison de l'infrastructure, sans qu'il n'y ait eu de quoi, il y a très peu. Il y a très peu de marchés publics à ce niveau. Moi, je dis, les textes peuvent être défaillants, nos entreprises peuvent ne pas avoir les compétences, d'autant plus qu'il y a des entreprises même qui ne respectent pas, qui fraudent à travers leur dossier. Ça également, ça existe. Mais c'est l'homme, c'est nous-mêmes burkinabés. Quelqu'un a dit qu'on est méchant. Il n'a pas tort.
à la moindre occasion, on veut faire des rétentions sur telle ou telle chose. Je ne dis pas forcément que c'est le cas au niveau du stade du 4 août, mais ce que les médias, ce que les confrères ont présenté comme image, ça veut dire que le travail, véritablement, non seulement il est en retard, mais je doute également de la qualité. La question de la pelouse, par exemple, je ne suis pas journaliste sportif, mais quand on regarde la pelouse, rien n'a encore été fait, véritablement. Donc, je peux prendre le pari de dire que ce chantier-là, il fera 2 ans sans être livré dans la qualité. On ne le souhaite pas, mais on vous accorde 15 secondes pour nous parler de votre édito sur la sortie de la tourmente en cette année 2023. Oui, c'est notre édito, c'est notre lettre de l'éditeur, le premier donc, de l'année 2023, où nous nous sommes dit qu'il faudrait que les Burkinabés, dès maintenant, se disent que nous sommes dans un contexte d'où il faut que nous sortions le plus vite possible, parce que les enjeux du monde n'attendent pas, les questions de développement n'attendent pas, rendre heureux les populations n'attendent pas, et cette question donc terrorisme est venue compliquer notre situation. Il faudrait que les Burkinabés s'entendent sur le minimum, sur l'essentiel, afin que nous puissions sortir donc de cette tourmente de laquelle nous sommes entrés sans le vouloir, et pour pouvoir peut-être envisager l'avenir donc pour les générations futures là de façon beaucoup plus sereine. C'est un vœu et c'est un appel que nous avons lancé à l'ensemble de nos lecteurs, à l'ensemble donc du peuple burkinabé, que nous puissions en disant il faudrait qu'on sorte de la tourmente en 2023. D'accord. Alors nous sommes pris par le temps. Nous allons aborder la question de l'ONU à notre prochaine émission le week-end prochain. Et c'est tout pour ce numéro de votre émission La Tribune des éditos. Merci aux invités qui ont fait le déplacement. Merci à vous qui l'avez suivi. On se donne rendez-vous, si Dieu le veut, le week-end prochain pour un autre numéro. Mais d'ici là, portez-vous bien.